Bienvenue à tous. Le sujet fait débat depuis quelques semaines. Il s'agit de la révision constitutionnelle au Togo, alors que les députés se sont réunis ce lundi 25 mars en session. Quels grands changements proposent-ils et quels sont les enjeux de cette révision constitutionnelle? On en parle avec notre invité du jour. Il est maître assistant à la faculté de droit de l'université de Lomé. Dr Joseph Junior Kodjo, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de ce projet de loi de révision constitutionnelle au Togo. Pour un pays, on le sait, la Constitution est la loi fondamentale. La réviser fréquemment ne la rend-elle pas finalement banale? Alors merci pour la question. Effectivement, la Constitution, c'est la loi fondamentale d'une nation. Est-ce que la réviser fréquemment la rendrait banale? Alors banale veut dire, en français facile, légère, ordinaire. Voilà. Est-ce que ça la rendrait banale? Alors, il y a un grand juriste français qui dit tout peuple est maître de ses lois et peut les changer, même les meilleures. Et surtout, même quand c'est une loi fondamentale comme la Constitution. Donc, réviser une Constitution à plusieurs reprises ne fait pas de cette Constitution une loi banale. Elle reste toujours une Constitution fondamentale. Alors, je vais prendre l'exemple des démocraties évoluées pour vous le démontrer. La Constitution française de la Ve République a été promulguée en 1958. Et à ce jour, cette Constitution a été révisée 25 fois déjà. La dernière révision, c'est celle du 8 mars 2024 passée. Si je prends la Constitution des États-Unis, l'une des anciennes constitutions écrites au monde, adoptée en 1787, cette Constitution a été révisée 27 fois. Eux, ils parlent amendement. Donc, réviser une constitution fréquemment ne fait pas de cette constitution une banalité. Ça ne rend pas la constitution banale. Au Togo, je crois que la constitution actuelle de 1992 a été révisée au moins 3 fois. En 2002, en 2007, en 2019, à l'image de ce qui se fait dans d'autres pays. Donc, la révision d'une loi fondamentale ne la rend pas banale. Alors, au Togo, elle a été déjà révisée au moins 3 fois, vous le dites. Concrètement, une constitution modifiée crée-t-elle ou non une nouvelle république avec le compteur remis à zéro? Alors, cette question, il faut quand même nuancer les propos. Le test est en discussion et je crois qu'ils sont actuellement en train de discuter. Tout dépendra de ce que celui qui rédige le test, qu'on appelle le constituant, mettra dans le test final, définitif. Alors, si on révise la Constitution, puisque effectivement, il y a des normes essentielles qui sont retouchées, est-ce que c'est une Constitution nouvelle? C'est le test définitif qui nous le dira. Ou est-ce que c'est toujours la 4e République? Parce que vous voyez, en France, la Constitution a été révisée à plusieurs reprises. Certains grands juristes qu'on appelle la doctrine disent que c'est déjà une 6e République. Mais ils sont toujours dans la 5e République. Donc tout dépendra du test définitif. Ce qu'on mettra dans le test, soit c'est toujours la 4e République, soit c'est une nouvelle République. Tout dépendra du test. Et dans le cas togolais, des OSC et des partis politiques désapprouvent cette modification en parlant même de braquage constitutionnel. S'agit-il, selon vous, d'une simple agitation politique ou d'une critique fondée? Alors, avant de répondre à la question, permettez que je fasse un peu de pédagogie pour que les citoyens qui nous suivent comprennent. Lorsqu'on veut aborder une question de droit, il y a 2 manières de l'aborder. Et ces 2 manières, nous l'appelons les approches. Et il y a donc 2 approches. Il y a la manière de raisonner sur une question du juridique qu'on appelle l'approche positiviste. Et il y a la manière de raisonner qu'on appelle l'approche juste naturaliste. Alors, que dit la manière de raisonner qu'on appelle l'approche positiviste? Cette manière de raisonner dit que pour aborder ou pour expliquer une question de droit, il faut se baser sur le droit positif. C'est quoi le droit positif? C'est le droit qui existe sur un territoire, c'est le droit qui s'applique à un moment donné sur un territoire. Et cette approche dit que le droit positif, c'est dans les tests qui sont en vigueur. Donc cette approche dit que si vous voulez lire les tests en vigueur, vous devez le lire sans rien passer, sans jugement de valeur, sans idée préconçue. Vous dites ce que le test dit. Alors, l'autre approche juste naturaliste, qui est aussi un autre raisonnement
pour des questions juridiques ou une autre façon d'aborder les questions juridiques qui est juste naturaliste dit oui, les tests. Mais il y a des principes moraux, éthiques qu'il faut associer. Sauf que l'approche juste naturaliste n'est pas l'approche qui est appliquée sur un territoire. C'est l'approche positiviste, le droit en vigueur. Maintenant, est-ce à dire que le droit en vigueur exclut le moral ou l'éthique? Pas du tout. Tant que vous prenez un principe et que vous le mettez dans un test, vous prenez une règle morale et que vous le mettez dans un test, ça devient du droit positif, du droit qui s'impose à tout le monde. Une règle morale qui s'impose à vous ne s'impose pas à moi. À partir du moment où cette règle morale devient du droit, parce que c'est mis dans un test, ça devient un droit positif qui s'impose à tout le monde. Alors quelqu'un serait en train de m'écouter et dit mais c'est seulement dans les tests qu'on voit du droit positif? Pas du tout. Un juge qui fait une interprétation authentique, parce que ce que nous les scientifiques ou les universités nous faisons, c'est de l'interprétation scientifique et non authentique. Lorsqu'un juge prend un principe moral et qu'il l'explique, qu'il n'est pas dans un test mais qu'il l'applique à un cas, on dira qu'il a pris le principe moral là et il en a fait du droit positif. Et dans ce cas, ce juge n'a plus dit le droit, mais il a aussi fait le droit. Donc finalement, qu'est-ce que je veux dire? Tout dépend de l'approche qu'on utilise pour répondre aux questions. Et il me semble que ceux qui ont proposé le test s'inscrivent dans une approche positiviste. Et cette approche veut qu'on dise seulement ce que le test dit. Et c'est dans cette approche, donc, la modification de la Constitution ne serait pas un braquage constitutionnel, puisque qu'est-ce que le test dit? Le test dit ceux qui modifient la Constitution. Est-ce qu'ils ont compétence pour le faire? Le test le dit, l'article 144. Ceux qui ont proposé le test de révision, est-ce qu'ils ont atteint le 1/5? Si oui, ce qu'ils font est légal. Est-ce qu'ils suivent les conditions qui sont remplies par le test? Si oui, ce qu'ils font, c'est légal. C'est l'approche positiviste. Vous voyez un peu. Et donc, les députés se sont réunis en session ce matin, la preuve que les discussions se poursuivent. Et ces députés actuellement, dont le mandat a expiré depuis décembre dernier, sont-ils légitimes à apporter une modification constitutionnelle? Très bien. Alors, à cette question, ça revient encore, les deux approches. Selon que vous êtes dans l'approche juste naturaliste, vous verrez, vous allez peut-être dire non, mais est-ce qu'ils sont pas légitimes parce que la raison voudrait que. Mais quand vous vous inscrivez dans l'approche positiviste qui dit de dire ce que le test dit sans y ajouter des jugements de valeur, ce qu'ils font est légal. Autrement dit, dans ce contexte-ci, on évoque les textes. Oui, parce que qu'est-ce que l'article 52 dit lorsqu'on se met dans une approche positiviste? L'approche positiviste dit ce que le test dit. Le test dit que l'article 52 dit donc qu'ils peuvent rester en fonction. Rester en fonction, c'est rester en fonction. Maintenant, quand on commence par dire, voilà, rester en fonction ne veut pas dire exercer le pouvoir, vous comprenez que ce n'est plus une lecture positiviste. Or, il me semble que ceux qui sont en train de proposer le test s'inscrivent dans cette approche positiviste. Et au regard de cette approche positiviste, l'article 52 dit qu'ils peuvent rester en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs prennent effectivement fonction. Donc, du point de vue positiviste, donc du point de vue de l'article 52, ce qu'ils font est conforme au test. Et au Togo, le pays va vers des élections. Le moment choisi est-il propice? Nous sommes à une semaine de l'ouverture de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales. Est-ce que c'est le bon moment pour cet exercice? Alors, est-ce que c'est le bon moment? En droit, juridiquement, c'est celui qui détient le pouvoir qui décide de l'opportunité du pouvoir. Et si celui qui est en train d'initier le pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire les représentants de la nation, c'est eux qui détiennent le pouvoir, et donc c'est à eux de décider c'est quand le bon moment. C'est ça en fait en droit. Si vous avez le pouvoir, c'est à vous de décider si c'est le bon moment. Donc, ils ont décidé que c'est le bon moment et ils sont en train donc d'exercer ce pouvoir. On parle de révision constitutionnelle. Quels sont les changements majeurs apportés à cette constitution, justement?
Alors, les changements majeurs, c'est que, alors si on voit le test qui est en projet, c'est que le président de la République ne sera plus élu au suffrage universel direct. Donc, le président de la République sera élu par le Parlement. Quand on dit Parlement, on dit deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, d'abord, les députés seront élus. Il y aura une élection législative, ce qui va se faire. Et quand les deux chambres seront là, ces deux chambres vont donc élire le président de la République. Et ensuite, l'Assemblée nationale va élire le président du Conseil, qui est un peu comme le Premier ministre. Et ça va créer ce qu'on appelle un régime parlementaire. Également, il y a d'autres institutions qui ont été ajoutées. Il y a une institution, la Haute Autorité, qui s'occupe des questions de corruption, déclaration de biens des autorités. C'est également une nouvelle institution qui a été, qu'on peut considérer comme une contribution à ce test. Alors, Dr Joseph Junior Kodjo, on va encore un peu, si vous le permettez, faire un peu de pédagogie pour parler justement du régime parlementaire. Qu'est-ce que c'est? Alors, régime parlementaire, un peu de pédagogie, très bien. Alors, dans une société, il y a forcément quelqu'un qui dirige la société. On parle de pouvoir. Sauf que dans nos sociétés primitives, le pouvoir est incarné dans un homme. Le pouvoir se retrouve dans une personne. Mais lorsqu'on décide de créer un État, le pouvoir devient institutionnalisé. Et c'est quand le pouvoir est institutionnalisé qu'on met en place une constitution qui devient le statut. Et trois pouvoirs sont reconnus dans une société. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et désormais on dit, parce que celui qui a le pouvoir peut en abuser, le pouvoir ne sera plus concentré dans une seule personne, mais séparé. Et exercé par trois institutions différentes, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Alors, lorsqu'on veut mettre en relation surtout les deux institutions que sont l'exécutif et le législatif, on parle de régime politique. Donc, la question c'est de savoir, est-ce que la séparation doit être rigide ou la séparation doit être souple. Parce que lorsqu'on dit que la séparation est rigide, c'est que le législatif s'occupe du législatif, il ne fait que les lois, et l'exécutif n'applique que les lois. C'est ça, c'est un régime présidentiel. Par contre, le régime parlementaire dit, c'est vrai, le législatif fait les lois, l'exécutif applique, mais il peut y avoir collaboration. Donc, l'exécutif peut s'ingérer et dit, je peux soumettre des projets de loi. Et donc là, on sera dans un régime parlementaire où les deux pouvoirs se contrôlent en même temps, où il y a équilibre. Donc, alors rapidement, dans le régime parlementaire, nous avons soit un président de la République qui est là à titre honorifique, ou c'est un roi, un monarque, et nous avons, et là il est le chef de l'État, et nous avons le Premier ministre ou le président du Conseil qui est le chef de gouvernement. Et ce Premier ministre est responsable devant l'Assemblée. Si sa politique ne passe pas, s'il ne fait pas bien son travail, il peut être renversé. Au même moment, le Parlement aussi peut être dissous par l'exécutif. Donc voilà à peu près comment je peux expliquer terre à terre ce que c'est qu'un régime parlementaire. Et dans ce régime parlementaire, comme le cas au Togo, si la loi est votée, quel titre portera le dirigeant qu'on a toujours appelé président de la République? Alors, si la loi est votée, si le test passe, le président de la République, selon le projet de test, c'est un président de la République. Mais il est là à titre honorifique. Le Premier ministre sera appelé le président du Conseil. Donc, le président de la République sera un chef de l'État et le président du Conseil sera le chef du gouvernement. Donc, le titre président de la République est toujours là, sauf que la politique de la nation est orientée désormais par le président du Conseil. Et le président de la République est là pour représenter l'État au plan international, nommer les ambassadeurs, pour recevoir les ambassadeurs, pour nommer des autorités, etc. Le Premier ministre deviendra donc le président du Conseil des ministres. C'est le même poste, mais avec une autre appellation. Avec une autre appellation, exactement. Du quinquennat au septennat, pourquoi un mandat de 7 ans pour le président d'honneur Alors, pourquoi un mandat de 7 ans pour le président de la République je dis que le président de la République, c'est le chef de l'État. Un chef de l'État doit être élu
parce que c'est une république. C'est ça, en fait, lorsqu'on dit république, c'est ça le principe. Celui qui a la tête n'est pas un roi. Enfin, il n'est pas là parce qu'il a hérité ça de son père ou de sa mère. Il est élu. D'accord? Et donc, même s'il n'a pas un rôle politique à jouer, il doit être nommé parce que ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il est le chef de l'État de la République. Or, la République dit n'importe qui peut être chef de l'État. Vous pouvez être chef de l'État. Donc, il est nommé pour un temps spécifique parce qu'il ne peut pas être là indéfiniment. Sinon, il serait un monarque. Et également, je précise qu'il est élu parce que et il est élu, il a un mandat parce que, à son tour, lorsque le président du Conseil est élu par l'Assemblée, c'est le président de la République qui nomme le président du Conseil. Mais vu que ce n'est plus un suffrage universel direct, que c'est les citoyens qui vont l'élire directement, il a besoin d'un minimum de légitimité. C'est pour ça qu'il doit être élu et avoir un mandat, un temps pour que si quelqu'un d'autre aspire à ce poste, cette personne puisse passer. Je le rappelais, le pays va vers des élections régionales et législatives, justement. Que deviendra l'actuel président de la République après les prochaines législatives? Alors là encore, tout dépendra du test définitif. C'est le test définitif qui le dira. Et il y aura forcément des dispositions transitoires. Alors, si le test définitif adopté, il y a une disposition qui dit par exemple que ce test définitif s'applique maintenant, immédiatement. Alors, il reste un an au président actuel, le président de la République actuelle, il reste un an. Mais si le nouveau test s'applique maintenant, c'est que ces un an sont sacrifiés. Donc tout dépendra du test définitif, de ce qu'on mettra dans le test, de ce qu'on appelle les dispositions transitoires, de comment est-ce qu'on va gérer la situation actuelle si le nouveau test est adopté. Et justement, en attendant, les questions quand même pour permettre aussi aux téléspectateurs de mieux comprendre, l'élection présidentielle de 2025 devient-elle donc caduque dans ces conditions? Alors, je le dis, tout dépendra. Si le test est adopté, et on dit dans le test qu'aujourd'hui, la Constitution actuelle s'applique, eh bien, les un an sont passés. D'accord? Donc tout dépendra du test définitif. Je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir exactement ce qui va être adopté. Mais tout dépendra donc du test. Le sujet principal, c'est la révision constitutionnelle. Quel est l'intérêt général justement de cette nouvelle constitution qui est toujours en discussion? L'intérêt général, on peut percevoir un intérêt dans le sens où en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, ce qui fait problème, ce qui fâche, c'est le régime dans lequel, très souvent présidentiel, où le président de la République concentre tous les pouvoirs. Il est en même temps chef de l'État et chef de gouvernement. Et ce qui fait qu'on voit un peu partout en Afrique de l'Ouest plusieurs coups d'État qui se répètent. Donc la question, c'est de savoir si aujourd'hui, il n'est pas intéressant ou pertinent de démystifier la fonction du président de la République. Et donc, en démystifiant cette fonction, peut-être qu'on pense à un régime parlementaire qui a aussi ses vices. Je ne dis pas que c'est un régime parfait, mais lorsque vous avez un Premier ministre qui a tous les pouvoirs, s'il n'est pas compétent, mais il n'a plus la confiance et il doit rendre démission ou il sera renversé. Donc ça va amener le Premier ministre à travailler. D'accord? Donc je pense qu'avec la perspective de gouvernance locale au niveau communal et régional, les responsabilités ne seront plus au niveau d'une seule personne, mais partagées à tous les niveaux. D'accord? Et aujourd'hui, il est important que les gens comprennent que, alors si vous permettez un peu de pédagogie, dans une société, il y a 3 espaces. Il y a l'espace public, il y a l'espace civil, l'espace public et l'espace politique. L'espace civil, c'est que j'ai des droits, vous avez des droits. Mais à partir du moment où je commence par exprimer mes droits et vous dites que vous avez aussi les mêmes besoins que moi, le besoin ou la question quitte l'espace civil pour l'espace public. Ça devient une question publique. À partir du moment où cette question quitte l'espace public pour l'espace politique, là, cette question devient une question politique. C'est quoi une question politique ou c'est quoi l'espace politique? C'est le lieu où les lois sont fabriquées. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, peut-être la classe politique togolaise comprenne qu'il faut arrêter de faire la politique de la chaise vide. Parce que quand vous n'êtes pas là où les lois sont fabriquées,
alors les lois seront fabriquées, vous allez toujours les contester. Donc il faut être là où les lois sont fabriquées, dans l'espace social. Parce que quand vous êtes absent politiquement, vous risquez avoir des souffrir politiquement et juridiquement. Donc je pense que l'intérêt aujourd'hui, c'est que si dans cet espace social, cette loi est en train d'être fabriquée, c'est peut-être, d'accord, pour démystifier le poste de président de la République et pour aider peut-être notre pays à trouver la voie qui ira bien ou irait bien avec nos réalités sociales, sans dire que ou sans exclure que ce régime politique a aussi ses faiblesses, d'accord. Donc, voilà. Pour une première fois au Togo, on va voter cette année pour des élections régionales, pour élire des sénateurs en gouverneurs, des conseillers régionaux. Une loi, un projet de révision constitutionnelle est en cours. Si ça passe, on passera d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. En tant que juriste, est-ce qu'il y a un lien de conformité ? Oui, alors, attention, mais il faut que je précise quelque chose. Actuellement, nous ne sommes pas encore... Actuellement, la Constitution de la 4e République n'est pas un régime présidentiel. C'est un régime parlementaire avec des aspects du régime présidentialiste. Dans ce qu'on appelle semi-présidentiel. C'est à la fois des éléments du régime parlementaire et des éléments du régime présidentiel. Alors, si la loi est votée, comme je le dis, c'est vrai qu'il y a des éléments substantiels qui sont retouchés et qui amènent à dire que c'est un changement de constitution. Tout dépendra du test définitif. Ils peuvent dire, le constituant peut dire, c'est une nouvelle république avec un régime parlementaire, comme il peut dire, c'est toujours la 4e République avec un régime parlementaire. Merci d'avoir accepté répondre à nos questions, Dr Joseph Junior Kodjo. Vous êtes maître assistant à la faculté de droit de l'université de Lomé. Merci, Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité sur Niwa d'Info 1.